Mesdames, Messieurs et chers amis, c'est pour moi, vous le savez, un grand plaisir que de vous offrir ce témoignage 2 ans après, ou presque 2 ans après, le vote de la loi de réforme sur la santé au travail. J'espère que vos travaux se développent dans les meilleures conditions et je voudrais simplement vous proposer une réflexion en 2 temps. Tout d'abord, rappeler quels sont les principes qui dominent la réforme et ensuite essayer de vous proposer le regard que je porte sur les pratiques aujourd'hui des services. En ce qui concerne tout d'abord les principes ou les piliers de la réforme, vous le savez tous, ils sont de 3 ordres. Il y a tout d'abord ce fameux contrat que l'on qualifie de CEPOM, mais qui en lui-même, par le mot qu'il caractérise, par ce mot de contrat, porte, je dirais, l'essentiel de l'évolution. Car dans un contrat, doit-on le rappeler, il y a nécessairement convergence des intérêts. Et surtout, le contrat, contrairement au règlement, développe des synergies de personnes, d'entités qui sont placées sur un plan d'égalité. Alors que le règlement, nous le savons bien, le règlement subordonne, il vient d'en haut, il s'adresse à des exécutants qui ont mission de l'appliquer. Le contrat, quant à lui, a mission de mettre sur la table des intérêts qui doivent converger vers un but commun qui sera celui, nous le savons bien ici, de la santé, d'une santé globale dans la durée. Deuxième pilier de cette réforme, c'est celui qui doit être vu autour des priorités. Vous savez, la loi a demandé que vous développiez des projets de services autour de priorités, ce qui veut dire que les services doivent avoir cette capacité d'établir les besoins en santé-travail dans les secteurs et dans les entreprises où ils se trouvent. Cette priorité, cette exigence de priorité est bien entendu aux antipodes des exigences antérieures, qui sont cependant maintenues, mais des exigences antérieures à caractère réglementaire et clinique. Troisième pilier que je voudrais également souligner, c'est celui du service qui commence à exister. Jusqu'ici, il était une enveloppe juridique, l'enveloppe juridique de l'employeur. Désormais, il est saisi par le droit et c'est lui qui doit mettre en œuvre les obligations légales et réglementaires. Il doit donc jouer un rôle déterminant au plan macro avec la gouvernance. Les présidents vont avoir une mission essentielle à jouer car ils doivent conduire le service dans les perspectives qui lui sont données par la loi. Ils ont ce rôle éminent avec leur conseil d'administration désormais paritaire. Le directeur lui-même, qui a un rôle d'articulation entre ce conseil d'administration essentiel et les moyens du service, il doit coordonner l'ensemble. Je dis souvent, en me moquant de mes amis directeurs, mais de manière amicale, ils se reconnaîtront dans ce mot, qu'ils exercent une fonction rotule, monsieur rotule, voilà. Mais c'est quelque chose d'essentiel, nous le savons bien. Un membre qui n'a plus de rotule est un membre sec, qui ne fonctionne pas. Je voudrais maintenant, chers amis, vous dire quelques mots de ce que j'observe dans les pratiques. Je dirais que, pour faire simple, encore une fois, et par analogie avec ce qui précède, je vous proposerai 3 axes d'observation. Tout d'abord, j'ai pu constater, et avec un très grand plaisir, que nombre de services ont compris que les exigences nouvelles passent par un renforcement de leurs capacités. Ça, c'est absolument clair, mais les services l'ont compris, ont commencé à s'engager dans cette voie. Renforcement des capacités, cela veut dire 2 choses. Tout d'abord, renforcer en termes de compétences par des embauches nouvelles, en direction d'ingénieurs, d'ergonomes, de psychologues et d'autres.
mais aussi parfois même de médecins. Deuxièmement, par le renforcement avec des infirmiers ou infirmières, et enfin des assistantes sociales, et enfin surtout, je dirais, qu'un certain nombre de services ont compris le rôle déterminant que peuvent jouer les assistants en santé. Ça, c'est nouveau. Et ils l'ont compris parce que nécessité est faite d'utiliser, en termes d'économie et en termes de rentabilité et en termes d'efficacité, au mieux, l'ensemble des moyens des services. Deuxièmement, je vois cependant quelques hiatus. Des hiatus, vous les connaissez tous. Je pense à quelques services qui s'étaient engagés de manière magnifique, c'est-à-dire dans les meilleures conditions, commission médico-technique, conseil d'administration, commission de contrôle, sur un consensus de projet de service qui supposait que le dialogue puisse s'instaurer dans les meilleures conditions avec les autorités de tutelle. Eh bien, ce n'a pas été le cas, vous le savez. J'en ai évoqué quelques exemples dans la revue, n'est-ce pas? C'est dommage, car si tel est le cas, si cela devait se reproduire, ce seraient toutes les espérances de la réforme qui pourraient être annihilées. Troisième axe d'observation que je vous propose enfin, eh bien, il est en rapport avec cette espérance que je viens d'évoquer. Je crois qu'aujourd'hui, la réforme est en marche pour l'essentiel dans la plupart des services. À quel prix? Et là, je dois dire que je suis assez admiratif, car c'est à un prix considérable en termes de temps et d'énergie, compte tenu du fait que les exigences réglementaires à caractère clinique ont été maintenues intégralement ou presque. Il a donc fallu ajouter en énergie et passer, si l'on peut dire, la surmultiplier. Et cette observation me permet de dire que je suis assez confiant dans l'avenir des services et dans leur rôle majeur. J'ajouterai que j'ai cru comprendre aussi que les directs et les CARSAT ont compris cette exigence de dialogue, mieux peut-être que cela n'était il y a encore un an, par la pratique, telle que je viens de la démontrer, telle que je viens de la présenter. Je crois que nous aurons, à la fin de l'année, j'en suis à peu près convaincu, un certain nombre de contrats d'objectifs et de moyens qui seront conclus dans des bonnes conditions. Et je terminerai en disant qu'il me semble que le dialogue autour du contrat d'objectifs et de moyens doit s'instaurer sur une base, je dirais, égalitaire. Il n'y a plus de grades, il n'y a plus que des intérêts convergents. Et il me semblerait logique que cette question essentielle de l'agrément se conjugue, soit vue dans le cadre de cette discussion. Pourrait-on dire, dans quelques années peut-être, que dans le fond, l'agrément est contractualisé? Ce sera le mot de la fin. Merci à tous.